n'avions plus aucune alternative. C'était maintenant une conspiration. Mais il fallait par la suite créer l'échéance de ce virus. Il fallait pouvoir l'arrêter. Seulement Allison n'avait aucun pouvoir sur le virus, tout comme moi, je n'avais aucun pouvoir sur le virus. Derrière moi, il y avait Scott. Derrière moi, il y avait Styles. J'étais donc debout, et je regardais dehors. J'étais assis à la fenêtre, et je défaisais mes chaussures. J'étais assis à la fenêtre, et je défaisais mes chaussures. Derrière moi, il y avait Scott, et il y avait Styles, qui était assis par terre, et qui regardait une planche. Une planche en bois, de 1 mètre sur 1 mètre, sur laquelle Styles avait fait un plan des champs telluriques, ainsi que de Beacon Hills, avec un feutre blanc, avec un feutre noir, avec un feutre vert, un feutre jaune et un feutre orange et rouge. Ils avaient fait un plan des champs telluriques. Rouge pour là où c'était les plus violents, orange pour là où c'était violent, mais tout au moins beaucoup moins que ce qu'ils pensaient, jaune là où c'était le moins violent, bleu là où c'était le plus calme, vert là où il n'y en avait pas. C'est alors que je les regardais faire un plan. Moi, je m'étais sagement assis près de la fenêtre. J'avais ouvert la fenêtre et j'avais regardé dehors. Je voyais deux femmes dehors, décharnées sur le sol. Ces deux femmes avaient des crocs à la bouche, avaient les yeux rouges, le pelage noir, couvert de sang. Leurs pattes elles-mêmes étaient couvertes de sang. Et je pus voir leurs pattes couvertes de sang. Il était bel et bien temps que la déchéance de ce virus arrive. J'ai vu ces deux femmes se déchaîner par terre, sur le sol, le macadam, le béton qu'il y avait par terre, le macadam qu'il y avait par terre, sur le parking. Je voyais ces deux femmes devant moi, et soudainement, je regardais leur pelage. Je me rapprochai de la fenêtre, et je me suis donc assis sur l'appui de fenêtre. J'ai mis une chaise en dessous de la fenêtre, pouvant ainsi mettre mes pieds dessus. J'ai regardé ces deux femmes, et j'ai vu ces deux femmes qui griffaient avec leurs ongles. Elles griffaient avec leurs ongles, de manière déchaînée, dépourvues de ce qu'elles faisaient. Elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles faisaient. Dépourvues de ce qu'elles faisaient, comme amnésiques, mais enragées, déchaînées, et même voire pire que ça, en pleine rage, en pleine haine. On ne sait pas ce qu'elles haïssaient, ou même quoi que ce soit. Je ne savais pas ce dont elles haïssaient, pourquoi elles étaient en pleine rage, mais je voyais ces deux femmes, le pelage qui était crispé vers le haut, leur pelage noir, qui était recouvert de cendres, car avant leur pelage était gris. Gris, aujourd'hui recouvert de cendres et noir, je pus voir les cendres qu'il y avait tout autour d'elles, tomber du ciel comme de la pluie. Comme de la pluie, je pus voir les cendres tomber du ciel, et ensuite je regardais leur pelage, dans lequel j'ai pu sentir l'odeur du sang. Je regardais ces deux femmes se déchaîner contre le macadam, le béton du sol, du parking, et je pus voir ces deux femmes se déchaîner contre le béton. Des traces de griffes avaient été laissées exactement à l'endroit où elles étaient. Ensuite, je les regardais. Elles m'ont regardé, et leur regard a figé le mien. Leur regard a figé le mien, comme si elles avaient peur, ou qu'elles ne savaient pas. Je ne sais pas si elles ne savaient pas, ou si elles avaient peur, si elles se demandaient, si elles se posaient des questions. Je n'en avais aucune idée. Je me suis alors assis en face de Styles et Scott, qui étaient en train de préparer un plan visiblement pour échapper aux personnes contaminées. C'est alors que je me suis assis près d'eux, et Allison s'est assis à côté de nous. Nous étions à 4 autour d'une planche de 1 mètre sur 1 mètre. Chacun avait un bord, chacun avait un endroit sur lequel il était assis.
Je regardais Allison qui, une nouvelle fois, prit son cube de privation sensorielle. Avec des gants qui étaient en latex et en cuir, elle prit son cube de privation sensorielle. Elle nous expliqua une nouvelle fois sa plante, comment elle fonctionnait, qu'elle n'avait aucun intermédiaire avec le monde extérieur, qu'elle n'en avait jamais eu, car c'est une racine, et qu'aujourd'hui elle est enfermée dans une cuve de privation sensorielle, notamment un cube plus précisément, qui est fait de latex, de verre et même d'une matière spéciale transparente pour éviter les toxines. Pour éviter les toxines, cette matière spéciale transparente, le plastique, ainsi que même le verre et cette matière transparente, le verre, le plastique, et même ce cube serait fait d'une matière spéciale dont seul son père connaît le nom. Elle a donc évidemment avoué à Scott que cette plante ce n'était pas la sienne, mais celle de son père, qu'elle vivait au milieu des centaines d'aconites qu'il pouvait collectionner dans l'armurerie. Elle vivait seule, éloignée des centaines d'aconites qui pouvaient être enfermés dans cet endroit. Dans cet endroit, l'armurerie, se trouvaient des fusils, des flingues, des guns, des shotguns. À l'intérieur de l'armurerie se trouvaient des shotguns, des flingues, à l'intérieur desquels il y avait aussi un aconite, une arme, un aconite, une arme, un aconite et ensuite une arme. De chaque sorte différente se trouvait un aconite, une arme, alternativement comme ça, jusqu'à en voir un cube transparent, en verre, en plexiglas et en une matière de plastique transparent spéciale pour pouvoir éviter les toxines et le noyau de cette plante qui s'avère être la racine. Cette plante n'était qu'une racine, une racine blanche et brune, pratiquement noire au-dessus. Cette racine avait un noyau noir qui était tout au-dessus, ainsi que la racine qui était blanche, avec un gris opaque par-dessus, sur lesquels s'éloignaient de certaines racines qui poussaient le long des parois de la bouteille. Les racines grises poussaient le long des parois de la bouteille, et le reste, ce n'était qu'une racine qui faisait toute la longévité du cube, se renfermant jusqu'à un petit liquide gris dans lequel il y avait une terre spéciale remplie de minéraux en fer. C'est alors qu'elle expliqua que les minéraux en fer remplis dans la terre qu'il y avait à l'intérieur, c'était comme du mercure. Le mercure était comme une aide à cette plante, un trépied ou même un tuteur. Elle expliquait que les minéraux, que le fer qui était renfermé dans cette terre qui était baveuse, qui était pour le moins presque liquide, mais qui pour le moins avait une texture spéciale, les minéraux à l'intérieur qu'il y avait n'étaient pas que du métal, mais aussi un métal spécial qui aidait la plante en tant que tuteur. Ces minéraux, c'était du mercure. Le mercure était à présent une matière toxique dont on avait évalué la toxicité. On en avait évalué la toxicité. Et le mercure était une aide à cette plante qui, pour le moins, comme elle l'avait dit, était une plante végétale, hautement toxique, une plante verte qui s'avère être une racine, qui ne pousse qu'en Amérique du Sud, dans les terres qui sont remplies de minéraux et de fer. Remplie de minéraux, de fer et de mercure, cette plante pousse uniquement en Amérique du Sud, dans les sols souillés par le virus. Cette plante est hautement toxique, voire plus toxique que le virus qui se propage. C'est ainsi qu'elle expliqua la manière dont elle fonctionne. Elle extrait de ces plantes un extrait toxique de liquide blanc, presque transparent, qui serait une matière visqueuse dans laquelle se trouverait un liquide hautement toxique. Ce liquide hautement toxique renfermerait une matière toxique, un virus, une petite cellule souche. Cette cellule souche qui serait renfermée à l'intérieur de cette plante, renfermerait une toxine hautement toxique, à l'intérieur de laquelle cette cellule souche pourrait tuer celle du virus. C'est alors qu'elle nous expliqua tout ça. Tout autour du plan, nous nous sommes retournés,
Nous avons commencé à essayer de créer une serre agricole à l'intérieur de laquelle nous avions mis des cubes de privation sensorielle, les uns à côté des autres, reliés par des tubes. C'est alors que les racines commencèrent à s'étendre sur les cubes de privation sensorielle, les uns raccrochés aux autres. Les uns raccrochés aux autres, dans l'armurerie, on avait enlevé toutes les armes. Les armes, nous les avions mis dehors ou dans la chambre d'Allison, peu importe l'endroit dans lequel ils étaient, nous avions mis les armes autre part que dans l'armurerie. Nous avons créé des cubes de privation sensorielle, à l'intérieur desquels nous avions mis la racine qui s'était étendue sur plusieurs cubes, cela créant ainsi une multiplication de la plante. La plante, nous allons ensuite, par la suite, nous allons ensuite dupliquer la plante pour pouvoir prendre le plus possible de son fruit. Son fruit qui s'avérait être ce liquide transparent hautement toxique sera ensuite notre sérum. Le sérum qui sera aussi dû aux algues qu'il y a dans le lac. Le sérum qui sera dû aux algues qu'il y a dans le lac sera ensuite mis en phase avec le sérum que nous avons retiré de cette plante hautement toxique. La racine que nous avons trouvée grâce à Allison avait été le seul sérum que nous avons à présent, mélangé et mis en phase avec les algues du lac, dans lesquelles on pouvait voir que des personnes étaient en train de, sur le bord de la route, sur le bord du lac, certaines personnes étaient en combinaison, des combinaisons noires sur lesquelles il y avait le signe toxique. Il y avait le signe toxique sur leur combinaison, peinte en blanc, recouvert d'un trait jaune, sur lequel ils portaient des masques à gaz, jetant les cadavres dans le lac. Jetant les cadavres dans le lac, il y avait le signe toxique, recouvert d'une banderole jaune. Avec un masque à gaz, ils jetaient les personnes dans le lac, les contaminaient. Il y avait certains contaminés qui étaient encore fous, ou encore certains contaminés étaient encore fous, fous de rage, fous de haine, et se jetaient eux-mêmes au suicide dans le lac. On a vu ces personnes, et on en a rejoint une qu'on a emmenée en cage à l'intérieur de la maison de Allison. C'est ensuite que nous avons regardé cette personne attentivement. Nous nous sommes accroupis devant elle, nous avons essayé de comprendre son principe. Comment fonctionnait-elle vivante? Nous avons essayé de comprendre son principe. Allison avait laissé un fusil par terre à côté de la cage. C'est alors qu'on l'a vu rugir. Il avait de la bave le long de la bouche. Il bavait fortement, ce qui devait provenir du virus. Il avait de la bave le long des mâchoires, le long de la bouche. Il rugissait et il essayait de nous mordre, de nous griffer, passant ses mains contre la vitre, contre le plexiglas ainsi que la cage qu'il y avait à l'intérieur. Il prit alors le fusil sur le côté et se tira une balle dans la propre cavité qu'il avait. Sa propre cavité qu'il avait, il se tira une balle à l'intérieur. Une balle de fusil. Il se tira une balle de fusil dans la bouche, dans sa cavité, et c'est ensuite qu'on put apercevoir que de son sang ne coulait pas simplement son sang rouge, mais aussi un liquide blanc et un liquide noir. Son sang était mélangé à un liquide noir et à un liquide blanc, hautement toxique. Nous avons essayé de comprendre ce que c'était. C'est alors que nous nous sommes dit que c'était peut-être ce que produisait la glande qu'il y avait à l'intérieur. La glande qu'il y avait à l'intérieur du neurone produisait peut-être un liquide blanc et noir qui provenait peut-être de ce que l'on pouvait appeler la glande bleue, la glande rouge, la glande bleue, la glande rouge, la glande blanche, la glande noire, grise et blanche. Ces glandes qui avaient été créées par le sang détenaient tous un aspect haineux, rageux. Et c'est alors que cette glande qui avait été créée, noyant ainsi l'intérieur du neurone et noyant ainsi le noyau du neurone dans son propre sang et dans sa propre chair noire. Les glandes bleues, noires, rouges et blanches avaient été contaminées par ces glandes noires, grises et blanches, ainsi que la bleue, qui contenait tous les aspects de la colère. Ensuite, nous avons fait une analyse sur cet homme, et nous avons remarqué seulement plus tard dans la forêt
Nous avons remarqué seulement plus tard dans la forêt qu'il y avait un bunker dans lequel se trouvait Gérard, le grand-père de Allison. Lydia avait ouvert la porte, car la porte avait été scellée par la rouille. On ne pouvait plus l'ouvrir, nous avons pourtant essayé à plusieurs reprises. À maintes et maintes reprises, nous avons essayé. Hurlant une nouvelle fois, 3 fois d'affilée, hurlant une nouvelle fois, Lydia fit exploser la porte, rentrant à l'intérieur. Nous pouvons ainsi voir la personne qu'il y avait. C'était le grand-père d'Allison, allongé sur un lit. Il n'avait même plus conscience de là où il était. Le hurlement de Lydia avait fait tomber un pic qui raccrochait le lustre au plafond. Ce pic raccrochait le lustre au plafond, mais le cri de Lydia l'avait fait céder et l'avait fait tomber, transperçant ainsi Gérard. Il était mort, mais aussi rapide que ça pouvait l'être. Allison n'était ni triste et n'avait ni peur. Allison n'avait ni peur et n'était ni triste du fait qu'il soit mort comme ça, car sa mort avait été rapide et sans douleur. Ensuite, une mort indolore qu'il avait eue. Nous sommes partis. Nous ne sommes jamais revenus. Nous l'avons laissé pourrir. Et nous sommes revenus le lendemain. Prétendant ne jamais revenir, nous sommes revenus. Et tout de même, nous avons vu un contaminé manger son corps. Et nous avons compris seulement plus tard, grâce à la mère de Kira, qu'il s'agissait de roches, des roches métamorphiques, qui étaient hautement toxiques en 1650 et qui avaient fait part d'un virus dans toute l'Amérique du Sud et que les thérianthropes avaient adopté pour pouvoir tuer leurs défunts. Pour pouvoir tuer les défuntes mères, les défunts pères ou les défunts enfants d'une femme qui était déjà morte, pour ne pas être contaminés, les roches métamorphiques avaient servi en 1650 aux thérianthropes durant une guerre qu'ils avaient menée avec des démons et des êtres surnaturels, notamment Kira et son Okitsune. Notamment Kira et le Kitsune, notamment le No-Kitsune. Une guerre contre ces deux êtres surnaturels, Kira et le Kitsune, Kira et le No-Kitsune dont sa mère lui avait parlé. Eh bien, cette guerre qu'ils avaient menée, les thérianthropes s'étaient servis de ce virus pour pouvoir tuer leurs défunts qui avaient cédé à la guerre, qui étaient morts de manière indolore. Ensuite, on comprit que l'électricité pouvait être aussi un rappel de ce virus. L'électricité pouvait être un rappel de ce virus car il était aussi une source d'énergie. L'électricité, toute personne ayant un rapport électrique, ne serait-ce qu'avec un conduit électrique, ou encore ne serait-ce qu'avec quelque chose qui aurait pu lui lancer un drill, un contact électrique avec un conduit, l'électricité pourrait tout de même enclencher ce drill à l'intérieur de son neurone et lancer le processus pour pouvoir le tuer. Mais c'est par la suite que nous avons dispersé cette racine sous la forme de gaz et que nous avons trouvé comment faire disparaître le drill et la mélanine de Jane. Nous avons compris comment faire disparaître la mélanine de Jane et faire disparaître la drill. Pour faire disparaître la drill, il fallait tout simplement, avec une aiguille, piquer dans la medulla oblongata. Il fallait ensuite piquer une nouvelle fois, non pas dans la medulla oblongata, mais atteindre la glande pinéale, et c'est là qu'il fallait piquer pour détruire la mélanine de Jane, car tous les neurones partaient de là. Tous les neurones, pour les contaminer, partaient de cet endroit qui était la glande pinéale, tout partait de là. Nous avons alors piqué la glande pinéale et nous avons récupéré le virus. Nous l'avons introduit dans le sérum et nous avons piqué la glande pinéale et les veines. Une fois parcouru les veines, la glande pinéale ainsi que la medulla oblongata, le virus devenait mort et ne faisait plus surface et disparaissait. C'est ainsi
C'est ainsi que nous avons perdu tout le monde.